Financia Live, l'émission qui secoue les investissements. Une émission proposée par Financia Business School, présentée par Alfonso Lopez de Castro et Fabrice Coustet sur Radio Patrimoine. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Financia Live. Pour la présenter, je suis bien sûr en compagnie d'Alfonso Lopez de Castro. Bonjour Alfonso. Bonjour Fabrice. Le président de Financia Business School, avec une émission une nouvelle fois exceptionnelle et deux invités. Exactement. Pour le prix d'un, je vous laisse les présenter. Exactement. Alors, je dirais, c'est assez facile puisque tout le monde a dû les voir soit sur les réseaux. C'est un petit peu la coqueluche et un peu les stars de la bourse de Paris, puisque on reçoit l'agence de papa qui est là, donc Nicolas et Frédéric, on a l'occasion de se rencontrer et qui ont monté la première PropTech. On définira peut-être ce que c'est, cotée entre autres à la bourse de Paris, donc les agences de papa, et on aura l'occasion de connaître un peu leur parcours, parler de leur société, l'aventure de la bourse, c'est ça aussi, on aime bien recevoir les entrepreneurs. Et donc, je pense qu'on va prendre plein de choses sympathiques. Voilà, découvrir ces deux entrepreneurs, ces deux papas, puisqu'ils proposent un modèle disruptif, on va voir, qui chatouille le monde de l'immobilier. Donc, Frédéric Ibanez, Nicolas Fratini, racontez-nous déjà votre rencontre. Bonjour Fabrice, bonjour Alfonso, bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc on s'est rencontrés avec Nicolas Fratini à la sortie de l'école de nos enfants. C'était une très belle rencontre. On avait chacun des métiers différents et on s'est rejoint sur une chose déjà, c'est qu'on était des papas. On a monté un petit club de papas à l'école. Nicolas a rapidement pris des abonnements football un petit peu pour tout le monde et on s'est retrouvé avec une petite équipe pour faire des sorties tout simplement entre papas, et au fil du temps on a discuté de nos projets. Moi je suis dans l'immobilier depuis une vingtaine d'années et Nicolas Fratini, je pense qu'il va vous donner un petit peu la suite. Bonjour à tous. Alors moi j'ai un parcours complètement différent. Je suis entrepreneur. Dans la famille on est restaurateur et distributeur dans l'alimentation. Donc, on a une chaîne en France et en Espagne. Donc, mon métier, c'était de digitaliser mon activité parce qu'on avait, on a toujours une vingtaine de magasins en France et en Espagne. Donc, on a discuté avec Frédéric sur la digitalisation de l'immobilier. C'est un métier séduisant. Et donc, on a mis les deux compétences ensemble pour créer justement une alternative, quelque chose de disruptif dans le métier de l'immobilier, qu'on croit que c'est vraiment quelque chose qu'il fallait faire. Exact, on s'est retrouvé à chercher un appartement parce que moi j'ai 4 enfants, Nicolas a 3 enfants, donc la famille s'agrandit en permanence, donc il fallait qu'on trouve systématiquement, on a pas mal déménagé dans notre vie et on a été confronté aussi à titre personnel à ces commissions d'agence et concrètement, peu importe où on vit, on s'est rendu compte que même en étant dans une région assez privilégiée, c'était l'équivalent d'une chambre en plus. Donc c'était vraiment un atout, le fait de faire baisser cette commission. Ça pouvait donner plus de fluidité, ça pouvait être utile. Donc on a voulu le faire à l'origine avec cette bienveillance en tout cas. Et le but, c'était de trouver comment le mettre en œuvre. C'est ce qui a été le plus difficile quelque part. Alors voilà, ça c'est la jeunesse du projet. Et cette idée a baissé les frais d'agence avec une commission fixe. Alors vous n'êtes pas les pionniers, il y avait d'autres s'y sont essayés avec plus ou moins de bonheur. En tout cas, vous, non seulement vous continuez, mais l'aventure explose aujourd'hui, puisque c'est vrai que quand la société est cotée en bourse, Alfonso, on peut dire que c'est quand même un sacré exit, un sacré succès. Alors c'est un sacré succès, pardon. Mais je vais ramener une petite remarque, un petit clin d'œil à tous les papas, que j'invite à aller chercher leurs enfants à l'école, parce que comme quoi, ça a aussi des bons résultats. Et c'est des tâches qui sont encore souvent trop laissées aux femmes, et on le voit aux sorties des écoles. Donc les papas, organisez-vous dans votre travail et allez aussi chercher les enfants. Il peut y avoir des choses sympathiques et dynamiques qui en sortent, et c'en est le premier cas. Après, effectivement, le choix de la bourse, c'est un choix de la visibilité, de la transparence, du développement, du partage aussi, puisqu'il y a des actionnaires, mais peut-être ils nous en parleront un peu mieux. Pourquoi avez-vous choisi d'aller tout simplement en bourse? C'est pas toujours évident, il y a quelques exigences, quelques contraintes aussi. Il faut déjà que ça marche bien. Oui.
Tout à fait, parce que pour entrer en bourse, c'est un peu le parcours du combattant. Sinon, il y aurait toutes les entreprises qui seraient cotées. Il faut faire preuve de beaucoup de transparence. Et c'était notre objectif, c'est un nouveau modèle. C'est un modèle qui n'existait pas à l'origine. Et en l'occurrence, il faut avoir une certaine notoriété aussi et donner une certaine confiance. Et le fait de bâtir un document d'information, le fait de travailler avec des personnes, des groupes compétents comme Pricewaterhouse ou Fidal pour nous accompagner, ça nous a permis également à nous-mêmes de pouvoir évoluer, de voir où vous savez, ça va peut-être être un petit peu technique pour certains auditeurs, mais en tout cas, il y a des due diligence qui sont faites au niveau de l'entreprise. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne vont pas, il faut les régler avant d'aller sur les marchés. Et c'est ce qu'on a fait. Ça nous a permis de mieux structurer l'entreprise et justement de pouvoir être transparent avec le public, nos investisseurs et également nos clients. Et ça renforce aussi notre notoriété vis-à-vis de nos partenaires. Très bien. Un petit mot justement du business en lui-même, puisque les agences de papa ont été créées il n'y a pas si longtemps. En général, c'est vrai, la bourse, c'est à la fin. Enfin, c'est quand déjà il y a peut-être plusieurs générations parfois qui participent à l'aventure. Vous, assez rapidement, finalement, vous décidez de vous faire connaître, de lever le fonds. Quel est l'objectif, Nicolas Frattini, de cette rentrée en bourse ? On a commencé notre activité le 15 octobre 2019, donc c'est un parcours très très rapide. Et entre-temps, on était 5 en 2019, là on est 120 personnes, 120 salariés, basés à Nice sur une plateforme, donc on gère tout à distance. Et on a créé un parcours digital où on veut absolument donner tous les services d'une agence immobilière, et donc même mieux qu'une agence immobilière. Et avec le digital, on a une clé et une transparence qui nous permet de contrôler tout le parcours de A à Z. Et on a 2 axes très importants de croissance avec la notoriété. Donc on a fait des pubs télé sur toutes les meilleures chaînes, les plus grandes chaînes, TF1, France 2 et le groupe BFM et M6. Et grâce à cela, on a eu ces pubs télé avec notre ambassadeur Teddy Riner qui nous a aidé à accroître notre notoriété. Et la bourse, ça nous aide aussi à donner de la crédibilité et de la transparence. C'est pour ça que les personnes qui veulent vendre un appartement, ils sont dans la tranquillité plus totale. Ça veut dire que c'est plutôt pour les débutants, pour ceux qui sont déjà confirmés. Qui utilise aujourd'hui les agences de papa avec, on le rappelle, donc ce forfait, c'est vraiment le sel de toute votre proposition, 2 000 € tout compris. Ça paraît assez étonnant, mais je reviens à ma question, qui utilise aujourd'hui vos services ? Aujourd'hui, concrètement, ça va à tous les âges, parce que Internet, ça fait depuis très longtemps que c'est utilisé. On a une plateforme qui est très simple, c'est une web app qu'on trouve sur notre site web, et là, on est totalement guidé. Et concrètement, il y a des personnes qui sont peut-être moins enclins à se servir du digital, mais toutefois, on a une plateforme téléphonique, donc on accompagne totalement la personne tout au long de son parcours. On propose également les visites et on a un tarif unique, ça c'est très important. C'est peu importe le service qu'on donne, si c'est le propriétaire qui organise lui-même sa visite, on organise tout, mais il reçoit le client. On a également un service de visite. Dans les 2 cas, c'est exactement le même tarif. C'est une offre vraiment lisible. Et on utilise des choses qui existaient quelque part dans l'immobilier. Parce que l'algorithme d'estimation, basé sur les chiffres des notaires, existe depuis plusieurs années. Le mandat électronique, signer des papiers à distance, ça existe depuis plusieurs années. Toutes ces choses-là, finalement, c'est des choses qu'on a mis bout à bout et sur lesquelles on s'est battu pour avoir un modèle qui va dans le bon sens. Il faut que ce parcours client il soit bien réglé, qu'il soit optimisé, qu'il y ait de l'humain derrière. Et à partir de là, ça permet justement d'avoir un tarif attractif. Et finalement, la question qu'on se posait avec Nicolas, c'est ces produits existaient, pourquoi ils n'étaient pas utilisés ? Finalement, c'était nous, en tout cas moi par rapport à ce métier-là, ce que je peux dire, je l'ai fait pendant une vingtaine d'années. Si ces outils digitaux étaient utilisés, finalement, ça ne justifie plus les honoraires. Parce qu'on n'a pas à se déplacer pour l'estimation, on peut signer des documents à distance. Donc vous vous rendez compte que c'est une bombe quand même quand vous dites ça. Tous les agents immobiliers se disent alors à quoi ça sert ? Ou ceux qui nous écoutent, ça veut dire que quelque part il y a une asymétrie d'information. Aujourd'hui, les outils sont tellement perfectionnés que pour quelques centaines de milliers d'euros, finalement,
on peut faire tout le boulot ? Complètement. L'estimation à distance, il y a une société sur Sophia Antipolis qui s'appelle Kinaxia, qui le fait depuis des années, qui vient à peine de signer un contrat avec la FNIM. Donc, quelque part, si on va par là, on arrive à se rendre compte qu'on peut estimer un appartement à distance. Cette société existe depuis plus d'une dizaine d'années. On a utilisé ses services également. Ça fonctionne très bien. Il y a également des startups qui ont créé des signatures à distance, des signatures électroniques. Ça évite de se déplacer. Une mise en ligne, ça peut se faire avec un transfert de photos et s'automatiser. Donc, il n'y a pas besoin forcément de partir avec le calepin et l'appareil photo. Mais tout ça, ça a été mis un peu de côté parce que quelque part, il y a des enseignes un petit peu partout en France avec des loyers et tout ce qui va derrière. Donc, il faut bien justifier les honoraires. Si on utilise tous ces outils digitaux, quelque part, on ne peut plus les justifier. Et nous, en tout cas, on estime que 2 000 €, c'est un prix très juste. Finalement, c'est le salaire moyen des Français. C'est quand même 152 heures de travail mensuel, c'est pas rien. Et nous, en tout cas, il ne nous faut pas 152 heures pour vendre un bien immobilier. Très bien, Alfonso. Alors, secteur des PropTech, première société, je crois, française cotée sur ce secteur. Alors, nous, chez le financier, on connaît bien, et chez Radio Patrimoine, les FinTech. Mais pouvez-vous nous parler un petit peu du secteur des PropTech ? Aux États-Unis, c'est très développé, mais en France, un peu moins. Pour ceux qui ne connaisseraient pas le terme, puisque vous êtes la première côté. Bien sûr. Les PropTech, c'est tout ce qui est digital dans tout ce qui est immobilier. Donc, effectivement, il n'y a pas de société PropTech cotée. Donc, on est la première start-up dans la PropTech cotée. Et ça, c'est... On va créer peut-être une tendance parce qu'on a eu un très gros succès les premiers jours de cotation. Et il y a plusieurs secteurs d'activité dans la PropTech. En France, il y a pas mal de sociétés qui sont aussi licornes, mais ils ne sont pas cotés. Et ça, je pense que c'est un point de différenciation par rapport aux autres marchés, par exemple l'US. Et il faudrait vraiment plus de sociétés PropTech cotées. Bon, écoutez, parfait. Et j'avais une question. Votre code mnémonique pour vous retrouver en bourse, c'est MLPAP, c'est bien ça ? Exactement. Pour les amateurs. Quel a été votre parcours ? On commence avec vous, Nicolas. Oui, école commerce en Italie. Ouais. Et après, j'ai pris un parcours entrepreneurial avec l'activité de famille. Et donc, je me suis spécialisé dans la partie gestion et avec la technologie. Et donc, j'ai appliqué un peu... j'ai mis de la tech dans mon activité d'entreprise parce que je gérais les activités en France et en Espagne. D'accord, vous avez déjà cette habitude donc, de digitaliser les métiers traditionnels. Absolument. Frédéric, quant à vous ? Moi, j'ai un parcours totalement différent. Je suis issu du bâtiment à l'origine. Donc, j'avais monté mon entreprise dans le bâtiment très jeune. D'accord. Je me suis intéressé très vite à l'immobilier en achetant mon premier logement, comme beaucoup de Français, que j'ai rénové. Ensuite, j'ai continué sur cette activité. Le marché fonctionnait, c'était dans les années 2000, le marché marchait plutôt bien. Donc, j'ai monté une autre société de marchand de biens. Et ensuite, j'ai continué dans l'immobilier, dans la vente, dans la transaction, notamment en France et aux États-Unis où j'ai mes 3 enfants. D'accord. Voilà. Et vous êtes tombé dans le digital ou vous aviez cette idée de faire une plateforme parce que c'est quand même pas évident. Pas du tout. Moi, j'avais de l'expérience dans l'immobilier, une vingtaine d'années. J'ai rencontré Nicolas qui avait digitalisé toute son activité. Et je trouvais ça incroyable de pouvoir se rencontrer à la sortie de l'école autour d'une glace. Et lui, il avait ses yeux rivés sur un iPad de temps en temps. Et à partir de là, il pouvait surveiller une vingtaine de commerces. Donc, j'ai posé la question. J'ai des amis qui ont un restaurant, c'est difficile à gérer. Comment tu fais à en gérer une vingtaine à distance? C'est quoi ton secret pour en même temps pouvoir servir une glace à tes 3 enfants? C'est la techno. C'est la tech. Et il m'a expliqué comment il l'a fait. Il l'a pensé. Il l'a vraiment. Il était en plus dans une période où les outils n'existaient pas, donc il fallait qu'il aille chercher un petit peu à droite à gauche comment ça fonctionnait. Et à partir de là, je m'y suis intéressé. Moi, j'étais pas du tout issu du digital. Ouais, Alfonso, c'est vrai que dans la fintech, d'une manière générale, quand ça paraît simple sur le site, c'est qu'il y a beaucoup de travail et beaucoup de code, etc. Là, on rappelle le process. Donc, on fait estimer son bien. Ensuite, on peut automatiquement déposer une annonce sur le site.
vous avez une équipe de conseillers qui prend en charge le suivi du dossier, qui va contrôler que l'annonce est correcte. Et puis ensuite, comme vous dites, les papas travaillent sur la qualification des prospects, c'est-à-dire qu'on va recevoir ensuite des appels, le prix sera retravaillé, etc., pour que ça soit validé. Et ensuite, le propriétaire peut vendre son bien ou bien le faire vendre directement par des gens qui vont faire visiter l'appartement. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin même physiquement d'être présent si on vend une résidence secondaire, par exemple. Pas du tout. Dans les deux cas, c'est exactement le même tarif. Qu'on propose un agent commercial qui se déplace, qui s'occupe de tout, ou que le propriétaire reçoit le client, c'est exactement le même service. Et je précise que dans une agence immobilière, potentiellement, de présenter le client, l'acheteur au vendeur, ça ne se fait pas par peur de perdre la commission, parce que les enjeux sont plus élevés. Nous, on a une commission de 2 000 €. Donc, quelque part, on n'est pas non plus à mettre un prix haut pour prendre un mandat. L'objectif pour nous, c'est vraiment de donner de la fluidité à ce marché. D'accord. Vous avez commencé donc dans un tout petit local. Aujourd'hui, je crois qu'il est beaucoup plus grand. Évidemment, un peu comme les meilleures aventures des startups aux États-Unis. Ça a commencé très fort parce que vous nous dites 2019, on est en 2021. Et en plus, il y a quand même eu un petit événement en 2020. C'est que tout a été arrêté pendant un bon trimestre. Ça veut dire que vous avez surfé aussi sur cette année exceptionnelle. On est à 1 million de transactions en 2020. Ça s'est plutôt bien passé pour vous ? Ah, tout à fait. Ça s'est Nicolas. Bien sûr, c'est très bien passé. Le Covid, ça nous a permis de créer du stock, donc de faire de la rentrée de mandat. Pendant que les autres agences immobilières, ils étaient complètement arrêtés. Nous, on a continué avec le digital, à distance, à rentrer des mandats, donc à créer du stock de mandats, donc avoir de la visibilité, donner de la visibilité aux biens. Et aussi à préparer les visites quand c'était possible. Et là, justement, avec la reprise, on a eu beaucoup de visites et du coup, ça nous a permis d'accroître aussi les transactions et aussi avec la notoriété parce que le 15 mars, on a commencé la pub, la campagne pub Teddy Riner et là, ça a permis encore d'accroître la notoriété et d'avancer un peu plus même les mandats. Un sacré ambassadeur, hein, costaud. Formidable. Costaud, formidable. Avec des valeurs. Qu'Alfonso, vous connaissez bien en plus, hein, Teddy Riner. Oui, on connaît bien. On a travaillé avec lui sur d'autres dossiers. Et d'ailleurs, il a été pas sur Radio Patrimoine, mais sur Radio Immobilier, à Patrimonia, à Lyon. Et on espère l'avoir bientôt, mais il a des échéances, hein, lui aussi, en ce moment, je crois. Il a pas mal d'échéances. Un petit championnat olympique. Alors, moi, je pensais aussi aux entrepreneurs qui nous écoutent. Est-ce que vous avez un conseil pour tous les chefs d'entreprise qui ont peut-être envie d'aller en bourse et qui se disent, bon, ces grandes maisons Euronext, qui est très dynamique en ce moment, hein, en plus, on a la chance d'avoir aussi des talents comme vous. Quel conseil vous pourriez donner à un entrepreneur qui se pose la question, est-ce que je dois aller en bourse ou pas ? Il faut absolument y aller. C'est un moyen d'accroître la notoriété et donner aux clients et aux investisseurs une transparence qu'il y a seulement grâce à la bourse. Donc, nous, on a un avis positif. C'est un investissement, c'est sûr, mais c'est un investissement à long terme sur le futur. Et donc, il faut le faire. Il y a pas mal de contraintes aussi, du coup. Alors, on n'aura pas de scoop, malheureusement, puisque maintenant, il faut tout divulguer en même temps, hein, pour éviter, évidemment, les délits d'initiés. Aussi, au niveau des chiffres, d'une certaine transparence, on sait qu'il y a un effet aussi un peu repoussant. Enfin, les dernières années où la bourse allait un peu moins bien, il y a beaucoup d'entreprises qui ont quitté la bourse. Vous faites l'effet inverse. C'est aussi un enjeu de notoriété. Un enjeu de notoriété et de transparence, parce que c'est vrai, vous le dites très bien, c'est de toute façon, l'objectif, c'est d'être le plus transparent avec l'actionnaire. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de nos actionnaires. Nous, on a été suivis depuis le départ, cotés ou pas, on les remercie tous parce qu'ils ont été à nos côtés. Et on a réussi à bâtir une trend qui est positive avec des actionnaires qui souhaitent s'installer sur le long terme au capital. Moi, ce que je conseille aux entrepreneurs, c'est de choisir des entrepreneurs autour d'eux, des personnes qui ont entrepris, des gens qui sont ambitieux de la famille. Ça peut démarrer de cette façon-là, mais surtout d'avoir des gens qui suivent et avec lesquels ils partagent les mêmes idées.
Nous, c'est ce qu'on a fait. On a pris le temps de s'asseoir, de discuter avec beaucoup de personnes qui sont d'ailleurs entrées au capital avant qu'on entre en bourse. Et l'objectif, avec Nicolas, systématiquement, on a pris le temps de rencontrer tout le monde. On a pris le temps d'échanger, de parler de notre projet. Et d'expliquer quelque part un petit peu là où on allait aller, de se retrouver un petit peu sur les mêmes valeurs. C'est ce qui fait aussi que certainement que l'entrée en bourse a été un succès, et c'est ce qui fait qu'on est confiant aussi sur le long terme. Et ça, le fait d'être suivi, le fait d'avoir des personnes qui nous apportent la confiance, en tout cas nous, c'est ce qui nous a le plus touché. En effet, bon, le cours monte, tant mieux. Nous, on n'a pas nos yeux rivés sur les tables de capi, on a nos yeux rivés sur l'opérationnel, parce qu'automatiquement, quand on a des actionnaires, on a des comptes à rendre, on doit tout faire justement pour les remercier pour leur confiance. Ouais, tout à fait. Moi, je voulais rajouter un petit point sur un peu le monde des startups, parce que c'est vrai que le monde des startups, on parle beaucoup de Paris, entre autres, qui héberge Station F, par exemple, et toute une série de startups parisiennes. Et là, je voulais faire un petit clin d'œil parce que ils sont en province, mais ils sont dans une grande ville, mais elles sont quand même rares. Souvent, les startups, on pense que les moyens de financement sont tous centralisés. C'est vrai que la plupart des fonds d'investissement sont à Paris et plutôt sur 2 arrondissements. Voilà, c'est pas très large. En province, c'est une offre un petit peu moins importante. Néanmoins, les génies, l'idée se répartissent, et donc ils sont basés à Nice, et même si maintenant ils sont obligés de monter souvent à Paris, mais on voulait faire un clin d'œil à toutes ces sociétés qui sont en province. Il ne faut pas se limiter. Il n'y a pas que Paris, il y a des possibilités locales, régionales, beaucoup d'aides des fois qu'on ne connaît pas. Il y a aussi beaucoup de talents. Là, on a parlé beaucoup, effectivement, je pense, de relationnels, d'autres entreprises qui travaillent sur le secteur qui vous ont aidé. Je pense que vous avez fait un petit microcosme dans vos régions. Et je pense que ça doit être un exemple aussi pour tous les autres entrepreneurs des autres villes en province. Vous pouvez aussi le faire. Le talent se partage bien. Nicolas, Frédéric, c'est peut-être aussi plus simple pour recruter, là. Quand vous avez besoin d'un développeur, je pense qu'il y en a pas mal, ou d'autres fonctions. Venir travailler à Nice, il y a pire. Nice, c'est très bien, c'est un endroit de travail super. C'est vrai qu'il y a un manque de talent, on trouve, parce que c'est vrai que les talents sont concentrés sur Paris, comme les investisseurs. Du coup, on pense que le fait d'entrer en bourse, ça peut créer une locomotive, donc une attraction pour le territoire. Et on pense que Nice, il a tout, il peut donner tout aux talents et aux investisseurs. Bon. Très bien. L'appel est lancé, en tout cas. Dans cette guerre des talents, ça peut être aussi un atout. La suite, c'est quoi, Frédéric ? Alors, la suite... Allez, pour cette année 2020, on ne devra peut-être pas aller trop à long terme, vous reviendrez. Sans aller trop à long terme, c'est là on est en train d'étoffer encore notre équipe. Donc la grande famille des papas va s'agrandir très rapidement, parce que l'objectif, c'est de développer la société. On a déjà créé 120 emplois en CDI. On n'a jamais créé de CDD aux agences de papa. On est en CDI. On a fait en sorte que les salariés se sentent bien et nous le rendent bien, parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui font la performance de la société. Donc, on a bâti notre offre. On est en centre-ville. Donc ça permet également aux salariés d'avoir un petit peu de temps et de pouvoir concrètement voguer à leurs affaires en semaine, parce que quand on passe 8 heures par jour au bureau, des fois on a envie de faire un petit tour, on a des courses à faire, et le fait d'être dans une position centrale, c'est bien. Donc on souhaite y rester, on souhaite s'agrandir. Aujourd'hui, en effet, on est parti de 40 mètres carrés il y a de ça un peu moins d'un an. C'est un client qui nous avait prêté ses locaux pendant qu'on était en train de vendre son appartement. Donc vraiment la start-up qui déménage à la dernière minute. On a eu beaucoup de mal à trouver des locaux également, parce qu'évidemment, avec nos amis confrères, c'était pas facile de trouver une location. Donc aujourd'hui, on a la chance d'être sur un plateau, sur trois plateaux. On a 1200 mètres carrés de surface plus des annexes. Donc ça permet justement de développer. Donc notre objectif, c'est de renforcer notre offre également, grâce à ces équipes, de continuer la formation en interne, parce que la formation aujourd'hui dans l'immobilier, ça existe, mais la formation digitale dans l'immobilier n'existe pas. Nous, on a dû également mettre en place des professionnels dans les CRM, dans la gestion de CRM et dans la gestion du digital, mixé avec des professionnels de l'immobilier pour faire de la formation en interne. Donc le but, c'est de continuer cette formation, d'étoffer nos équipes et d'être prêt pour prendre le marché. On l'a annoncé, on souhaite devenir la première agence immobilière française. On est les premiers dans le digital aujourd'hui. C'est notre objectif. On va continuer de travailler pour ça.
Bon, très bien. Vous pensez que c'est un mouvement qui va s'étendre, c'est-à-dire cette digitalisation et le fait que les gens de plus en plus vont passer par ce type de plateforme? C'est nécessaire, c'est d'utilité, je dirais, publique. Parce que concrètement, aujourd'hui, quand on voit que la moyenne de la Commission française est de 25 000 euros, c'est plus tenable. Quelqu'un qui achète aujourd'hui un appartement à 300 000 euros, qui rajoute 20 000 euros de frais d'acte, 20 000 euros de frais d'agence, et qui revend dans les 5 ans ou 7 ans, parce que la moyenne de mobilité, si on rajoute 20 000, ça fait 360. Le marché n'augmente plus de 5 à 7 % en l'espace de 5-7 ans. Donc le marché est amené à mourir. Pour moi, ça va faire pchit. Et en tout cas, sur le papier, l'équation paraît vraiment très simple, en tout cas. Très bien, écoutez, on aura plaisir à suivre en tout cas cette aventure, formidable start-up en hyper croissance de la PropTech qui va faire du bruit et doit batailler pour se faire une place évidemment, puisque vous êtes un peu le poil à gratter de la profession qui était habituée à ces marges sympathiques. Merci en tout cas Nicolas Fratini, Frédéric Ibanez. Je rappelle que vous êtes les fondateurs des agences de papa. C'était un plaisir de vous recevoir dans Financia Live. Alfonso, on se retrouve très prochainement. Très prochainement, avec un nouvel invité, surprise. On va rester sur le thème de l'immobilier. Parfait. On vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et à très bientôt dans un nouvel épisode de Financia Live. Financia Live, une émission proposée par Financia Business School à retrouver sur le site et l'appli Radio Patrimoine et toutes les plateformes de streaming.